On va lancer tout de suite la première table ronde. Quel levier pour sécuriser le revenu agricole? Et je vais appeler en tribune Pierre Bascou, directeur de la direction durabilité et aide aux revenus à la DG Agri de la Commission européenne. Venez nous rejoindre. Pekka Pesonen, secrétaire général du COPA-COGECA. Christophe Hilleret, agriculteur. D'abord, président de Chambre d'agriculture d'Île-de-France et élu référent aux affaires européennes et internationales à la PCA. Et Luc Vernet, cofondateur du think tank Farm Europe. Merci de me rejoindre. Je vais d'abord donner la parole à Pierre Bascou. Vous êtes ici le représentant de la Commission européenne, de la DG Agri. Est-ce que vous pourriez, dans cette première intervention, nous faire une petite synthèse de la vision de la Commission européenne sur cette réforme de la PAC et plus particulièrement sur le volet économique de la réforme qui est envisagée? Pour répondre à votre question, j'aimerais commencer quand même par deux remarques, je dirais, d'ordre général, pour rappeler que les propositions législatives qui ont été adoptées par la Commission européenne au début du mois de juin sont des propositions qui visent principalement à consolider, donc à se reposer sur le cadre politique existant, mais qui visent à répondre à un certain nombre de faiblesses, à un certain nombre de manques, qui ont été, je dirais, particulièrement prononcés les 3 dernières années, en particulier en matière de performance, en particulier en matière de complexité, et en particulier, je dirais, en matière de ciblage du soutien, ciblage par rapport aux besoins des agriculteurs. L'autre remarque d'ordre général que j'aimerais faire, elle concerne également donc, le volet budgétaire. Je pense que ceci a déjà été évoqué, je dirais, et dans l'esprit de tout le monde. Je pense qu'il est important de rappeler que les propositions législatives ont été faites dans un cadre budgétaire plus restreint, donc avec une diminution d'environ 5% du budget alloué à la politique agricole, ce qui veut dire qu'à l'avenir, il faudra, avec ce budget PAC qui reste, à nos yeux en tout cas, très conséquent, il faudra être beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient dans l'utilisation de ce budget, et il faudra également inscrire le soutien au secteur agricole dans un champ beaucoup plus large, donc à travers également d'autres politiques régionales, politiques de recherche, etc., mais également d'autres initiatives politiques, en particulier en matière de fonctionnement de la chaîne alimentaire. Donc je pense que c'est important de garder tout ceci à l'esprit. En matière tout particulièrement donc de sécurisation du revenu et des propositions législatives sur la sécurisation du revenu, je pense que la première proposition, et Mme Müller y a fait déjà référence, c'est la volonté de la Commission de modifier, je dirais, le mode de gouvernance et le mode de définition et de mise en place du futur cadre politique. Et donc ceci afin de répondre à je dirais, la complexité actuelle du cadre politique, ceci afin de répondre également à travers la diversité des besoins, des structures, de niveau de compétitivité du secteur agricole, donc avec la volonté, je dirais, d'introduire plus de performance dans le futur cadre politique, mais également plus de flexibilité, voire plus de subsidiarité, et ceci à travers un nouveau système, un nouveau partage des responsabilités entre les institutions européennes, au niveau de la définition de la politique, et les États membres, voire les régions, lorsque cette politique sera définie et sera mise en place concrètement sur le terrain. Sur les éléments qui ont particulièrement trait au revenu agricole, j'aimerais les différencier en fait je dirais, sur une base, sur une dimension temporelle. À court terme, nous proposons de maintenir et de consolider le système d'aide directe, donc d'aide au revenu agricole, mais ceci à travers un système qui, à nos yeux, est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus efficace et je dirais beaucoup plus simple, et qui vise toutes à répondre aux besoins, je dirais, du modèle agricole européen, c'est-à-dire un modèle basé sur des exploitations familiales. Et donc la Commission propose un certain nombre de mécanismes, un mécanisme de dégressivité, de plafonnement des aides, je dirais entre 60 000 et jusqu'à un plafonnement à 100 000 euros. La Commission propose de continuer les processus de convergence dans la définition des montants en euros par hectare, convergence à la fois interne et externe, c'est-à-dire la convergence des aides par hectare entre agriculteurs. La Commission également propose de maintenir un système d'aide couplée, mais avec un objectif beaucoup plus structurant que celui qui existe actuellement. Également, la Commission propose de maintenir et de renforcer, je dirais, la concentration des aides sur ce que nous considérons, nous, comme des agriculteurs professionnels. Donc ça, c'est vraiment le volet à court terme. À moyen terme,
Nous proposons également de consolider les différents instruments qui existent, les aides à l'investissement. Nous proposons de consolider et de renforcer toutes les aides à l'innovation, à la numérisation du secteur agricole, au transfert de connaissances. Nous proposons également de renforcer les aspects liés à la gestion des risques. Nous proposons également donc d'utiliser une partie des aides premier pilier à la restructuration des filières, donc en utilisant dans une certaine mesure le modèle qui a fonctionné et qui fonctionne dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole. Donc ça, ce sont des éléments, je dirais, très structurants, car pour nous, la sécurisation du revenu agricole, ça ne se passe pas uniquement à court terme à travers l'octroi de soutien public, mais elle se trouve également à travers, je dirais, le renforcement et le développement de la compétitivité et la capacité du secteur agricole à développer des stratégies, à obtenir une valeur ajoutée et un revenu à travers, je dirais, l'activité économique. Enfin, le troisième, ce sera mon dernier point, concernant la sécurisation du revenu, c'est dans une perspective pour nous aussi, tous les aspects liés à la gestion des ressources naturelles, des actions climat, et je dirais le développement de la contribution du secteur agricole à contribuer à la décarbonisation de l'économie. Il y a un potentiel, je dirais, de création de richesse et de valeur ajoutée à ce niveau-là qui est très important. Et il est important que d'une part, on arrive à stopper la dégradation des ressources naturelles et donc à sécuriser le potentiel de production et la capacité de production des producteurs agricoles de l'Union européenne, mais c'est également répondre et, je dirais, bénéficier des opportunités qui se créent à travers le développement de l'économie et ceci à travers la décarbonisation de la société. Donc il y a différents instruments qui permettent de sécuriser le revenu agricole et de le développer à la fois à court terme, à moyen terme et à long terme, avec, et ça je tiens à insister sur ce volet-là, à travers également un soutien public qui n'a pas de volet budgétaire, de conséquences budgétaires, mais qui est très important, c'est la revalorisation de la position de l'agriculteur dans la chaîne alimentaire et à travers la redistribution de la création de la valeur ajoutée sur l'ensemble de la chaîne au bénéfice des agriculteurs. Et ça, c'est lié à des initiatives politiques qui ont eu lieu et qui seront développées également en parallèle à ces propositions législatives à moyen terme. Ma seconde question ira à Christophe Hillary. Monsieur Bascou a présenté dans les grandes lignes les objectifs et la finalité de la réforme en expliquant qu'il s'agit d'abord d'un changement de gouvernance. C'est l'un des éléments phares de cette proposition-là. Est-ce que c'est un point sur le volet économique qui vous inquiète ? La notion de gouvernance, effectivement, est un sujet important, notamment, on le sait aujourd'hui, par rapport à la lourdeur et le fonctionnement qu'a la PAC et la traduction dans les différents États qui est, somme toute, assez différent d'un État à l'autre dans l'application réellement de la PAC. Nous, il y a des orientations qui ont été prises qui nous semblent intéressantes. La notion aujourd'hui de plan stratégique qui est défini dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune peut avoir son intérêt parce qu'elle répond notamment à des aspects beaucoup plus territoriaux, des aspects locaux sur lesquels chaque État peut en tout cas prendre la mesure et appliquer une politique particulière. Ça peut avoir son intérêt, mais la vraie crainte que l'on a derrière, c'est la notion distorsive que cela peut avoir aussi avec une PAC qui serait plus une PAC, mais une politique agricole à géométrie variable avec 27 États qui l'appliqueraient assez radicalement différents. Donc ça, c'est une vraie inquiétude pour nous. Il y a des points significatifs qui sont positifs, notamment les 3% du premier pilier afin de restructurer les filières, effectivement, comme ça a été fait en fruits et légumes, peut avoir effectivement son intérêt dans certaines filières, et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, il y a un certain nombre de points, à nos sens, qui sont extrêmement inquiétants. Alors, on y reviendra probablement, mais la notion budgétaire pour nous, parce que, effectivement, cette PAC peut être assez radicalement différente, très ambitieuse. C'est en tout cas ce que la Commission a souhaité. Mais derrière une PAC ambitieuse, il n'y a pas de budget ambitieux, quoi. Et là, c'est quand même le vrai bémol par rapport au dispositif. Alors, il y a effectivement des points qui peuvent sembler à un moment donné inquiétants, notamment par rapport aux mesures environnementales, puisqu'on doit répondre à 10 bonnes conditions agroécologiques qui seraient laissées à la liberté en fait, de chaque État pour pouvoir faire le choix. Donc, on peut s'interroger sur les mesures distorsives que cela pourrait avoir aussi
aussi pour nos agriculteurs qui, je le rappelle, sont censés être dans le même marché et notamment avec les mêmes conditions, notamment d'exploitation. Ça, c'est un point sur lequel on est inquiet. La notion aussi, et ça a été évoqué, monsieur le directeur, par la notion d'agriculteur véritable. Moi, je ne sais pas ce que c'est. À l'échelle européenne, je suis incapable de dire ce que c'est qu'un agriculteur véritable. Quand on sillonne les 27 États, on s'aperçoit que d'un État à l'autre, la notion d'agriculteur prend un sens complètement différent. On sait que la politique agricole commune, notamment chez nos amis polonais, revêtait une notion beaucoup sociale, c'est-à-dire pour arriver à maintenir des agriculteurs sur l'intégralité du territoire qui sont pas forcément des agriculteurs producteurs, mais en fait ce sont des gens qui vivent de la terre, mais qui survivent de la terre, mais qui ne sont pas réellement agriculteurs. Dans d'autres États, on va en Slovaquie, les exploitations sont absolument immenses, et donc là on a une autre forme d'agriculture. Donc moi, la notion d'agriculteur véritable, on le sait bien, nous au niveau national, on a déjà du mal à se mettre d'accord sur le statut d'agriculteur, mais alors imaginez les débats au niveau européen pour arriver à avoir un statut spécifique sur la notion d'agriculteur véritable. En tout cas, moi je suis très inquiet par ce dispositif à l'intérieur. Après, des outils de régulation sur la PAC, effectivement, un certain nombre sont évoqués. La notion du plafonnement, où les chiffres qui sont annoncés là, en fait, toucheraient très très peu d'agriculteurs français, puisque la taille des exploitations familiales est plutôt modeste, et en tout cas, si elle est basée sur l'actif, en fait, ne serait pas un élément rédhibitoire. La notion redistributive, on l'a déjà en France, cette notion de paiement redistributif, et on voit que visiblement les propositions qui sont sorties changeraient les seuils par rapport à ceux qui sont développés en France en augmentant le nombre d'hectares. Donc à voir sur le sujet. Un point aussi sur les jeunes agriculteurs. La notion des jeunes agriculteurs et notamment avec un point sur les 2% de paiement direct qui seraient rajoutés aux jeunes agriculteurs. Il faut rappeler que c'est pas la PAC qui fait vivre les agriculteurs, c'est avant tout la compétitivité dans les entreprises, et effectivement aujourd'hui la vraie difficulté c'est d'arriver à avoir des agriculteurs motivés pour s'installer sur le territoire mais qui ont des vraies perspectives économiques, et les perspectives économiques on ne les trouve pas qu'au travers de la PAC, et c'est bien la notion de marché. Et d'ailleurs, ce qui manque aujourd'hui, à notre sens, dans la copie qui a été rendue, c'est les outils de régulation. C'est-à-dire qu'ils existent, mais on maintient ceux qui sont existants, et il manque en fait tout un volet sur la notion gestion des marchés, en tout cas stabilisation des marchés, et puis par-delà, toute la notion gestion des risques qui est absolument pas aujourd'hui, en tout cas, ou quelque peu effleurée, la notion des risques qui sont effectivement climatiques, etc., avec pas de dispositif en tant que tel structuré comme on le souhaiterait, en tout cas pas à la hauteur où on le souhaiterait par rapport à cette notion de gestion des risques qui peut être climatique ou d'ailleurs de marché. Ça en fait partie aussi. Voilà les quelques points aujourd'hui, en tout cas sur lesquels on souhaitait. Alors, il y a un point simplement que je voulais souligner, puisque le commissaire qui est venu au COPAGE-COGECA il y a une dizaine de jours a souligné 2 fois un point qui nous semble essentiel, notamment au niveau des plans stratégiques. Il nous a dit plusieurs fois qu'il n'accepterait pas des plans stratégiques qui engendrerait une surtransposition du cadre européen. Et donc il l'a souligné à 2 reprises, et ça pour nous c'est quelque chose qui est plutôt satisfaisant, puisque l'objectif étant d'avoir une PAC qui soit la plus commune possible, et d'éviter qu'au travers des plans stratégiques qui soient sortis par les différents États, on ait en fait des notions de distorsion de concurrence qui ressortent un peu plus. Merci Christophe. Vous avez pointé du doigt ce que vous considérez comme les risques pour l'économie des exploitations. Luc Vernet, avec Farm Europe, vous avez fait votre analyse de la proposition de la Commission, et vous avez même titré le projet de réforme coûterait 20% aux revenus des agriculteurs. Est-ce que vous pouvez, dans les grandes lignes, nous expliquer comment vous aboutissez à ce chiffre, et dans les grandes lignes aussi, sur le volet économique, quels sont les risques que vous-même, à Farm Europe, vous pointez du doigt? Vous le savez, Farm Europe est extrêmement inquiète par les propositions qui ont été mises sur la table, inquiète pour 2 raisons. Vous avez mentionné l'impact sur le revenu, il est double. Effectivement, il y a la baisse budgétaire qui est extrêmement conséquente, moins 5% en prix courant, qui fait moins 12% en prix constant, ce qui fait que si on prend l'année 2027 et qu'on la compare à l'année 2020,
Ça veut dire concrètement que pour un agriculteur, la valeur de l'aide directe qu'il perçoit aura baissé pendant cette période de 15%. Et quand on sait que les aides directes aujourd'hui, qu'on l'aime ou pas, mais c'est une réalité, représentent 46% du revenu agricole, ça pose question sur la capacité d'un secteur agricole avec une telle pression économique d'investir, notamment dans la transition écologique, que tout le monde appelle de ses voeux. Est-ce que plus de difficultés économiques permettront à notre secteur agricole d'investir et d'être plus durable? J'ai de forts doutes sur ce point-là. Ça, c'est sur le volet budgétaire. Et ce volet budgétaire, ce qui est important de noter, c'est que désormais, il ne relève plus des ministres de l'Agriculture. C'est quelque chose qui relève des chefs d'État et de gouvernement et du Parlement européen, avec le Parlement européen qui aura que la capacité à dire oui ou non. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Après, sur la réforme de la politique agricole en tant que telle, donc les propositions qui viennent d'être faites, là encore, ce n'est pas nos chiffres, c'est l'analyse d'impact de la Commission européenne elle-même, qui estime que la nouvelle architecture va faire baisser, selon les secteurs, donc ça je vous parle grosso modo, entre 5 et 10% supplémentaire le revenu agricole en plus de la baisse budgétaire. Donc on en arrive quand même à un impact extrêmement fort, tout simplement parce que dans la politique de demain, il sera plus difficile de toucher des aides. C'est ça le présupposé. Mais maintenant, pour retourner votre question sur le volet économique, et pour retourner l'analyse, parce que tout le monde découvre en ce moment les propositions de la Commission. Il y a deux façons de le faire. La première, c'est d'analyser ce qui est dans les textes et de dire, voilà, j'aime bien, j'aime pas, je suis pour ou contre, et parler de renationalisation. Voilà. La deuxième façon de faire, c'est de se dire, pour la période 2021-2027, qu'est-ce qu'on attend de notre agriculture ? Qu'est-ce qui va se passer et où la politique agricole commune sera importante pour accompagner notre secteur agricole. Et donc là, on voit deux grands éléments qui font consensus, et je pense qu'on pourra en débattre. Le premier, lourd et très important, c'est effectivement celui du risque qui est de plus en plus grand dans les exploitations et de la volatilité des marchés. Que fait la Commission sur ce volet-là? Deux éléments. Elle rend obligatoire la gestion des risques, mais avec aucun seuil budgétaire. Donc les États membres doivent faire quelque chose sur la gestion des risques, doivent le faire. Mais ils peuvent mettre 1 euro comme un pourcentage conséquent de leur enveloppe pour accompagner les agriculteurs sur la gestion des risques. Donc c'est une bonne chose qui se signale et cette volonté d'aller dans ce sens-là, mais il faudrait aller plus loin au niveau européen, effectivement, et il faudrait que la Commission prenne ses responsabilités en mettant un objectif réel, en disant aux États membres, non, c'est une priorité, donc elle doit se traduire budgétairement, elle ne le fait pas. Et le deuxième volet sur le volet économique, c'est celui de la gestion des crises, qui est différente. S'il y a vraiment une crise majeure, etc., on sait très bien que les pouvoirs publics doivent prendre la responsabilité. On l'a vu avec la crise du lait, et il y aura d'autres crises à l'avenir. Que fait la Commission sur ce point-là? Elle réforme la réserve de crise. Et ça, c'est quelque chose qui est bien, parce qu'on a vu que la réserve de crise qui existe aujourd'hui de 400 millions d'euros par an n'était pas utilisée, pas activée, et elle n'était pas efficace. Mais au lieu d'en faire un instrument utile, à même d'avoir une réelle capacité d'intervention et d'action en cas de crise, elle maintient cette réserve à 400 millions, qui est une capacité extrêmement faible. J'ai évoqué la crise du lait c'était 2 milliards d'investissements. Donc on sait très bien qu'en cas de nouvelle crise, la réponse de la Commission, ce serait à nouveau, encore une fois malheureusement, aux États membres, faites des aides d'État. Donc ça c'est sur le point économique. Et très rapidement, parce que ce n'était pas votre question, mais sur le point environnemental, parce qu'on est en France, donc on est dans un pays qui a une sensibilité environnementale extrêmement forte. Et on sait très bien qu'environnement et économie en agriculture, c'est la même chose. Sur le volet environnemental, la Commission définit des paramètres extrêmement ambitieux pour les États membres en termes d'objectifs, mais c'est une boîte vide. C'est aux États membres de remplir la boîte aujourd'hui. Et on sait très bien qu'un État membre qui veut faire du vert foncé pourra faire du vert foncé, et un État membre qui pourra faire du vert clair fera du vert clair. Et la Commission, malgré les déclarations du commissaire, moi je pense qu'il ne faut pas s'en tenir aux déclarations politiques, il faut voir dans les textes ce qu'il y a, il faut des engagements dans les textes.
aujourd'hui, n'aura absolument pas les moyens de faire en sorte que la transition environnementale soit pour tous au niveau européen. Et pour terminer, juste rapidement, je rebondis sur ce qu'a dit Ulrike Müller, qui est extrêmement importante, parce qu'elle a fait une distinction qui est importante. Elle a dit il n'y aura pas de risque de renationalisation si on met dans les textes, avec les co-législateurs, les éléments. Et c'est ça la clé. C'est qu'aujourd'hui, les actes de base qui sont proposés par la Commission européenne sont extrêmement brefs et évasifs. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte, avec les co-législateurs, qu'ils soient beaucoup plus précis, parce que sinon la politique agricole commune défierait d'une politique agricole à un outil technocratique qui serait essentiellement discuté entre le ministère de l'Agriculture et la Direction générale de l'Agriculture. Et le co-législateur, les co-législateurs que sont et le Conseil et le Parlement seraient largement squeezés, si je peux parler ainsi. Bécaye Pesonen, vous êtes président du COPA-COGECA, vous représentez les agriculteurs en Europe. Comment cette réforme, cette proposition de réforme est perçue dans les autres pays européens? Ça va être intéressant de voir, parce que voilà, la décision sera quand même à 27, ou 28, je ne sais pas trop. Comment c'est perçu cette réforme dans les autres pays, les principaux pays agricoles? Effectivement, nous avons constaté 3 points quand c'est la question de la PAC et la proposition de cadre financier pluriannuel et la proposition de la Commission de la PAC. Et c'est toujours la simplification, financement et communalité. C'est-à-dire que le PAC, le C, c'est énormément important pour nous aussi en Europe. Et effectivement, en détail, on peut constater la question de financement, premièrement. Nous ne pouvons pas accepter la proposition de la Commission parce que maintenant, il y aura beaucoup plus de demandes de la société aux agriculteurs et le secteur livré, particulièrement quand c'est question de durabilité. C'est le changement climatique, c'est l'environnement, c'est la biodiversité, c'est toute la question environnementale, en plus de questions de sociétale, comme vous connaissez bien. Et ce n'est pas acceptable aussi pour les raisons de commerce. Et vous connaissez bien, j'ai vu M. Flory ici, notre président du groupe de travail de viande bovine. Il connaît bien la situation sur la négociation de Mercosur. Le niveau de commerce international, c'est beaucoup plus à l'avenir que maintenant. Et effectivement, la pression est à nous, au secteur agricole. Et pour les raisons de deux, le demande, les affaires que les fermiers du secteur agricole doivent faire pour la société et le commerce, c'est simplement pas acceptable que nous avons la diminution du budget européen pour le PAC de 5%. Deuxièmement, simplification. La proposition de la Commission, c'est une simplification pour la Commission lui-même. Et la complexité, probablement, ça reste, mais au niveau des États membres, et particulièrement au niveau d'une ferme. Et ça, c'est la question. Le souci que nous avons, c'est à la fin, le processus, est-ce que c'est vraiment une simplification pour un fermier? Probablement, ce n'est pas le cas. Et ça, clairement, c'est toujours le point commun au niveau européen. Financement, simplification, les deux, toujours. 27, 28, 29, combien des États membres nous avons à l'avenir, c'est toujours le même. La situation économique, c'est catastrophique parmi les fermiers autour des États membres. Et maintenant, il n'y a pas des outils à améliorer. Et particulièrement sur la question de changement climatique, nous sommes engagés, nous voulons faire quelque chose, nous voulons investir sur cette question. Mais il n'y a pas d'outils européens, particulièrement européens. Nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin des actions. Et c'est seulement le secteur agricole est le seul secteur économique qui peut améliorer la situation. C'est la mitigation, pas d'autres secteurs.
secteur agricole forêt, toujours. Et il n'y a pas de petit à ce moment. Et le troisième point qui était déjà touché par mon collègue, c'est la question des communalités. Et le problème pour nous, c'est toujours que le processus de la PAC, c'est pas un processus fixé, c'est pas une situation déterminée, c'est un processus dynamique. Et c'est-à-dire que particulièrement le mélange entre les deux piliers, le développement rural ou les affaires, les mesures environnementales, ils sont mélangés par les deux piliers. Et effectivement, quand c'est la question de financement, nous savons bien qu'il y aura plusieurs États membres du gouvernement européen qui veulent soutenir leurs fermiers. Mais probablement, ils ne sont pas, il n'y a pas d'argent. Typiquement, le pays de l'Est, Roumanie, Slovaquie, République tchèque, ils veulent soutenir leurs fermiers, le secteur agricole, mais il n'y a pas d'argent. En Suède, il y a d'argent, mais pas nécessairement volontaire à soutenir les fermiers suédois. Et en France, possiblement, potentiellement, il y a les deux. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas à critiquer vous ou donner le soutenir, mais c'est la réalité que nous avons une situation différente dans chaque État membre. Alors, à la fin, c'est-à-dire que nous avons un traitement différentiel pour les fermiers. Et chez nous, à Copa-Cogeca, ça c'est la question énormément importante. Qu'est-ce qui se passe avec les fermiers en France, en Italie, en Suède, en Irlande, Finlande, Pays-Bas? Est-ce qu'ils sont traités différemment? Et ça c'est le souci que nous avons chez nous en Copa-Cogeca. Et également, il y a plusieurs questions que vous avez touchées déjà sur le plafonnage, l'agressivité, il y a la convergence. Nous avons touché plus ou moins tous les points importants. Nous avons un positionnement et on va continuer aussi. Et nos attentes sont que tous les États membres, et particulièrement les fermiers, la Chambre agricole, FNSEA, Côte-de-France, va donner leur positionnement à notre travail parce que la prochaine réunion de notre groupe de travail sur la PAC, c'est énormément important pour nous à définir le détail pour cette question. Le point final que je voulais donner à vous, c'est cette question de, comment ça s'appelle en français, le ring fencing. C'est-à-dire que nous avons plusieurs actions, particulièrement maintenant, à la première pilière, que au niveau d'une ferme, signifie qu'il y a une allocation de ressources dans les actions environnementales ou, par exemple, l'éco-ski, la mesure volontaire. Et pour les fermiers européens, le paiement direct découplé, c'est toujours une certitude de revenus agricoles. Et c'est non plus, c'est pas une certitude. Et quand on discute la question de risque, gestion de marché, qu'est-ce qui se passe, le risk management, quel est l'avenir? Nous avons grand souci sur cette question particulièrement. Et je crois que ça c'était la délégation française qui a proposé qu'il faut proposer une marge de manœuvre pour l'Union européenne, pas particulièrement pour les États membres, pour le changement de paiement direct qui signifie revenu au premier pilier. Parce que s'il y a un changement dramatique, c'est-à-dire qu'encore les fermiers étaient traités différentiellement au niveau européen. Parmi les sources d'inquiétude, si j'ai bien relevé les différentes interventions, il y a la question des indicateurs qui seront demandés et qui serviront de base pour définir les plans stratégiques et pour valider les plans stratégiques des États membres. Pierre Bascou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces indicateurs aujourd'hui, un mois après la publication, la proposition de la Commission, où est-ce que,
est-ce que vous pouvez nous parler des curseurs, quelle précision on va pouvoir donner rapidement pour éclairer les différents États membres et leurs représentants pour peut-être les rassurer sur ce volet économique? Oui, les indicateurs, ce seront les thermomètres qui seront utilisés par la Commission, mais également par les États membres, pour définir et mesurer le niveau d'ambition, pour définir et mesurer ce qui est mis en place, et pour évaluer au mieux, je dirais, ce qui se passe sur le terrain et l'impact des mesures qui sont mises en place sur le terrain. Donc, en quelque sorte, ces indicateurs, ce sera un tableau de bord qui nous servira pour évaluer si la définition, la mise en place et la mise en place en fait du cadre politique correspond au mieux aux besoins des agriculteurs et des zones rurales. Et donc, il y a en annexe des propositions législatives toute une batterie d'indicateurs qui permettront de vérifier si l'argent public est bien utilisé pour les bons objectifs. Mais j'aimerais reprendre, si vous me permettez, quelques points, parce qu'on a l'impression qu'on a eu plusieurs interventions à charge, je dirais, de cette proposition, et j'aimerais rebondir quand même sur certains points, parce que je pense que quelques contre-vérités ont été annoncées, et je pense que c'est important pour le public ici d'être quand même informé de façon un peu plus équilibrée. Il est hors de question pour la Commission européenne de renationaliser cette politique agricole. Cette politique agricole, c'est une politique publique qui est au cœur du projet européen. Et donc, la volonté première de la Commission, encore une fois, c'est de consolider, de donner du sens à cette politique. Je suis désolé, mais actuellement, on a l'impression que cette politique est extraordinaire, mais plus personne ne la comprend. Elle est d'une telle complexité que même les agriculteurs et l'administration publique sont incapables de l'expliquer. On a du mal à comprendre les objectifs et la finalité de cette intervention publique, et on a du mal à voir quel est vraiment l'impact réel, vu que la situation des revenus agricoles est très difficile dans le secteur agricole, en dépit de montants budgétaires alloués au secteur qui sont extrêmement importants. Donc, pour nous, ce qui est très important, c'est de redonner du sens, redonner de la crédibilité et redonner de la légitimité à cette politique publique. Comment faire? Est-ce qu'il est absolument primordial pour avoir une politique commune que tout soit décidé de Bruxelles? Je suis désolé, je suis directeur des services en charge des aides directes, du verdissement et de la conditionnalité. J'ai passé 1 an à négocier la taille des haies, la taille de la canopée des arbres, la taille des fossés. Ça n'a strictement aucun sens. Et j'aimerais très largement rebondir sur d'où l'intérêt de limiter l'action des institutions européennes. Donc, je dirais l'action de la Commission européenne dans la définition des grands objectifs, dans la définition des grandes mesures, dans la définition de l'allocation des masses budgétaires, mais de laisser la flexibilité, la souplesse, la marge de manœuvre aux États membres ou aux régions pour mettre en musique tout ceci, pour décliner ces grands objectifs européens au niveau national, voire au niveau local, pour définir au mieux les différentes mesures, telles que le verdissement, les mesures agro-environnementales, et pour allouer au mieux les enveloppes budgétaires. D'où le fait qu'il n'y ait pas de ring fencing, ou je dirais d'enveloppe budgétaire allouée a priori à la réserve de crise, à la gestion des crises, aux éco-schemes, etc., car les besoins sont extrêmement différents. Quand on était 6, effectivement, c'était facile de tout décider de Bruxelles, facile, on y passait la nuit, on négociait, on arrive à trouver un accord au niveau de Bruxelles. Maintenant, on est 27, il y a des diversités de situations extrêmement fortes, il y a des besoins extrêmement différents, des structures de niveau de compétitivité, etc. Et on l'a vu, je suis responsable du verdissement, l'impact du verdissement a été extrêmement différent selon les États membres. L'impact de la volonté de concentrer les aides sur les agriculteurs professionnels, ce qu'on appelle actuellement les agriculteurs actifs, a été extrêmement faible. Tout ça pourquoi? Et M. Hilleray l'a très bien expliqué. En fait, il est difficile au niveau européen de définir qu'est-ce qu'est un agriculteur professionnel, parce que les secteurs sont très différents, les structures sont très différentes, d'où l'intérêt et l'importance de redonner de la marge de manœuvre aux États membres dans un cadre bien défini d'objectifs, de mesures et d'allocations budgétaires, afin d'avoir une politique qui a un sens et qui soit efficace. On travaille avec un cadre budgétaire, encore une fois, j'aimerais le souligner, plus restrictif. À cet égard, j'aimerais rappeler que depuis 25 ans, on travaille sans cesse en euros courants. On n'a jamais indexé les aides à l'inflation, donc je ne vois pas trop l'intérêt de cette polémique sur les termes réels ou les termes courants. Mais j'aimerais rappeler que, vu que le cadre est plus restrictif, et ceci en raison
nouveaux besoins en matière de nouvelles initiatives politiques en raison du Brexit, en raison également de la position de nombreux États membres, ne l'oublions pas, et je ne citerai personne. Donc on a un cadre budgétaire plus restreint, d'où l'importance d'avoir des outils qui soient beaucoup plus efficaces à l'avenir que ce qui a été le cas par le passé. Et donc pour revenir également sur un point qui illustre, je dirais, cette nécessité de donner plus de flexibilité aux États membres, c'est, je dirais, tout le soutien à l'environnement. M. Huilleré a parlé de la conditionnalité, la définition de la rotation des cultures, etc. Est-ce que ça a un sens, très sincèrement, de définir qu'est-ce qu'est une superficie d'intérêt écologique ou une rotation des cultures directement dans Bruxelles? À mon sens, tout ceci n'a un sens uniquement que lorsque c'est décliné au niveau national, voire au niveau régional. La rotation des cultures dans la Beauce ou la rotation des cultures en Occitanie ou dans le Massif central, c'est un concept qui est différent et je pense qu'il faut laisser de la marge de manœuvre, de la souplesse, il faut laisser un peu d'air aux États membres, aux régions pour respirer et pour mettre en place une politique publique qui soit réellement efficace. Et je pense que c'est extrêmement important et j'aimerais rebondir sur les deux interventions de M. Bernet et de M. Huilleré pour préciser que le soutien public à travers la PAC, il est là pour aider le secteur agricole à être compétitif, à assurer sa pérennité, sa viabilité tout seul. Il n'est pas là pour représenter 100% du revenu et donc de dire que la baisse du budget de 5% entraînera une baisse du revenu automatique de 20% à l'horizon 2027. D'une part, ça n'a aucun, d'une part, je pense que c'est faux, c'est pas dans l'analyse d'impact, et d'autre part, ça n'a aucun sens. Je dirais l'objectif, la finalité du soutien public, c'est pour aider les agriculteurs à opérer cette transition écologique, c'est pour aider les agriculteurs à devenir compétitifs, au niveau local, régional, national, européen, etc. Ce n'est pas pour faire, je dirais, le revenu agricole et pour présenter 100% du revenu agricole à moyen terme. Peut-être un dernier mot en matière de simplification, comme M. Pekka Pesonen. Je suis très heureux d'être là avec lui parce que c'est la première fois que je l'entends en français, donc merci beaucoup, Pekka. J'aimerais revenir sur un point en matière de simplification. C'est pas simple pour moi. Oui, c'est pas simple pour vous. Écoutez, on va essayer de s'expliquer et je dirais et d'illustrer la volonté de la Commission et ce que propose la Commission. Il est clair qu'à notre sens, la simplification va de deux éléments. Le premier, c'est que ce que devra mettre en place les agriculteurs sera beaucoup plus acceptable par le monde agricole, parce qu'actuellement le monde agricole a souvent des difficultés pour comprendre ce qu'on leur demande, parce que ce sont des mesures qui sont définies au niveau de Bruxelles et que très souvent ça n'a pas de sens pour eux. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il ne faut pas oublier que dans les propositions législatives, il y a une pression très importante qui va être mise sur les autorités publiques, avec la nécessité de moderniser la façon dont les aides PAC sont gérées, la façon dont les aides PAC sont contrôlées, et il y aura également une obligation pour les États membres en termes de numérisation et d'utilisation des outils de nouvelles technologies qui permettront vraiment de simplifier très facilement l'accès au soutien public. Alors on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des divergences de vues sur le curseur, mais je pense que l'orientation, très sincèrement, elle est là. Je pense qu'il est important d'avoir une vision équilibrée de ces propositions qui peuvent ne pas satisfaire toutes les demandes, c'est clair, c'est extrêmement difficile, et n'oublions pas, nous sommes à 27 et nous discutons à 27. Et M. Bernard avait raison lorsqu'il parlait du budget qui doit être adopté, qui doit être approuvé à l'unanimité des 27. C'est une des raisons qui explique aussi que les propositions de PAC sont là actuellement où elles sont. Merci. Le leitmotiv de la réforme, c'est d'avoir une PAC plus efficace et plus légitime aussi à l'égard de la société civile. Plus efficace. Christophe, comment on fait pour avoir une PAC? Ça veut dire quoi une PAC plus efficace sur le volet économique et pour soutenir le revenu des agriculteurs? Est-ce que ça se résume à des aides directes et des mesures de gestion des risques? Et de gestion de marché peut-être aussi. Mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui quand on parle de vision de la politique agricole commune et de direction de la politique agricole commune, lorsqu'elle a été créée, il y avait une vraie vision et une vraie volonté. C'est-à-dire qu'on savait que c'était l'autosuffisance alimentaire à l'échelle européenne. Donc on savait exactement à peu près où aller. En tout cas, la politique était faite à peu près pour ça. Au jour d'aujourd'hui, moi je ne vois pas clair.
Sincèrement, je ne vois pas clair aujourd'hui dans la copie qui est rendue. On nous parle effectivement de prise en compte de l'environnement, on nous parle d'aspects sociaux, on nous parle d'aspects aussi économiques et de compétitivité. Alors de compétitivité, on peut s'interroger alors que l'Europe signe des accords bilatéraux sur lesquels on sait qu'on met en danger un certain nombre de nos filières assez régulièrement. Donc la notion de compétitivité, on s'interroge à savoir si à un moment donné on ne met pas de l'argent sur certaines filières, c'est simplement pour compenser des mauvais accords qu'on pourrait avoir ailleurs. Enfin, il y a un certain nombre de sujets sur ce point-là sur lesquels on a des vraies inquiétudes. La notion de politique agricole commune, il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai eu d'expérience, été en Pologne, et j'ai demandé au ministre de l'Agriculture qu'on puisse réaliser une déclaration PAC en Pologne pour essayer de comparer à ce que c'est qu'une déclaration PAC en France. Je peux vous assurer, et je sais qu'il y a énormément de journalistes, je vous enclin en tout cas à essayer de faire l'exercice parce que c'est assez surprenant. C'est-à-dire que là, nous, on s'amuse avec nos SIE, nos traits de crayon, à nos arts prêts, etc. En Pologne, déjà, le système est très peu informatisé et en fait, on est quasiment au marqueur lorsqu'on fait une déclaration PAC. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit qu'avec la même réglementation, les applications d'un pays à l'autre peuvent être assez radicalement différents et donc, on s'interroge à un moment donné dans le système pratico-pratique de la PAC, on s'aperçoit qu'il y a des différences notoires. J'ai bien entendu la notion aussi d'obligation de résultats au travers d'indicateurs. Nous, ça nous interroge énormément en tant qu'agriculteurs. On savait à peu près ce que c'était que les obligations de moyens, même si on critiquait le système, je le partage complètement. Aujourd'hui, la notion d'obligation de résultats, et quand on parle de notion environnementale, et la prochaine table ronde sera certainement évoquée sur le sujet, notamment sur l'eau, on sait que les mesures sur l'eau, si elles ne sont pas appliquées à grande échelle, c'est-à-dire sur une surface relativement importante, à l'échelle d'une exploitation, elles ne pèsent pas ou quasiment pas. Donc nous, on s'interroge énormément à savoir comment on appliquera cette notion d'obligation de résultat à l'échelle d'une exploitation. On peut comprendre à l'échelle d'un État membre, mais à l'échelle d'une exploitation, ça paraît un concept beaucoup plus compliqué. Simplement pour revenir sur les aspects budgétaires. Les aspects budgétaires, on l'a entendu, il y a la notion du Brexit, qui est quand même un élément qui est pris en considération aujourd'hui pour arriver à justifier notamment la baisse budgétaire qui a été annoncée en disant que les Anglais allaient quitter la table, que donc on allait manquer effectivement de subsides, etc. Jusqu'à preuve du contraire, on est en train quand même de négocier avec nos amis britanniques un accord de libre-échange. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a un accord de libre-échange qui existe déjà avec un pays, notamment avec la Norvège, sur lequel la Norvège verse chaque année une contribution pour être dans cet accord de libre-échange. Aujourd'hui, est-ce que la contribution des Britanniques ne devrait pas être à la hauteur, est-ce qu'elle ne sera même pas supérieure à leur contribution actuelle pour arriver à maintenir cet accord de libre-échange? Moi, je m'interroge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de cette diminution, mais voilà, c'est-à-dire qu'ils ont fait un choix. Est-ce qu'on peut être in et out en même temps, sans verser à un moment donné un no-vote pour être in et en maintenant un accord de libre-échange? C'est tout, voilà, c'est une réflexion que j'ai sur le sujet. Et puis, un point qui m'interpelle énormément sur le plan politique et politique nationale, puisque ça a été exprimé par un certain nombre d'États. On sait qu'il y a une volonté des États membres de développer deux nouvelles politiques. Une politique défense, qui a été clairement exprimée par le Conseil, et une politique sur les migrants. On est à la veille d'élections européennes. Nos agriculteurs risquent de subir une baisse de la PAC à la veille d'élections européennes. Si on va expliquer à nos agriculteurs que c'est pour faire une politique défense ou une politique sur les migrants, j'ai énormément de crainte de la réaction du terrain sur le sujet. C'est-à-dire que à la veille d'élections européennes, on voit déjà qu'il y a un euroscepticisme qui gagne au niveau européen, mais est-ce que c'est pas à un moment donné donner un bâton pour se faire battre, d'arriver à avoir cette baisse budgétaire juste avant des élections aussi importantes? Et moi j'entends qu'il y a des ambitions politiques, mais les ambitions politiques, elles s'accompagnent toujours d'ambitions budgétaires. S'il n'y a pas d'ambition budgétaire, il ne peut pas y avoir d'ambition politique, en tout cas à mon sens. Voilà les quelques points de réflexion, mais moi le dernier point m'interpelle parce que je suis un euro convaincu. Et j'ai vraiment très peur aujourd'hui et je me sens pas très à l'aise à aller expliquer sur le terrain une baisse du budget pour aller financer d'autres politiques. C'est-à-dire que si l'Europe veut se construire et elle est ambitieuse et qu'elle veut mettre en place de nouvelles politiques, elle réclame un budget supplémentaire. En tout cas, la position que nous, on a au sein des chambres, c'est aujourd'hui d'y consacrer 0,4% du PIB, ce qui me paraît, au lieu de parler d'euros courants, euros constants, on a quelque chose qui commence à tenir à peu près la route pour arriver à se donner des perspectives budgétaires.
Et en résonance à ce que vous dites, il y a quand même une vingtaine de pays aujourd'hui qui appellent à un budget maintenu pour cette politique agricole. C'est toujours assez délicat parce que les ministres de l'Agriculture disent ça, mais est-ce que Bercy dit la même chose? Et puis, je vais vous livrer une réflexion, c'est que le ministère de l'Agriculture, je sais qu'on est en train de travailler actuellement à une restructuration du ministère de l'Agriculture français, notamment au niveau des services économiques dans les DDT qu'on voudrait mettre sous les ASP. Les ASP, je rappelle, sont aujourd'hui pilotés, entre autres, par Bercy. Ça veut dire que la PAC, demain, risque d'être pilotée par Bercy. Je vous laisse imaginer un petit peu les orientations qu'il pourrait y avoir sur le sujet. Donc là, si on peut avoir confiance à notre ministre de l'Agriculture, les arbitrages interministériels laissent beaucoup plus d'inquiétude sur la volonté de défendre un budget fort sur l'agriculture. Luc Vernet, vous avez fait des propositions avec Farm Europe. C'est possible de faire plus simple et plus efficace que ce qu'a proposé la Commission? Le trou dans le budget de la PAC proposé par la Commission européenne, c'est 43 milliards à peu près. Il manque 43 milliards pour maintenir la situation de 2020. Dans ces 43 milliards, il y en a 18,5 qui sont du ressort du Brexit, c'est l'impact direct du Brexit sur la politique agricole commune. Le reste, c'est le financement des autres politiques. Voilà. Et après, effectivement, ce qu'il faut noter, c'est que le budget de la PAC aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il baisse de façon extrêmement forte. Souvenons-nous qu'en 2007, 2008, 2009, la PAC a pu financer Galileo, parce que la PAC avait des grosses marges budgétaires qu'elle tirait de ces mesures de marché. Quand elles n'étaient pas utilisées, elle pouvait aller ailleurs. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation. Quand on baisse le budget, on baisse les aides. Et une fois encore, je le répète, ce n'est pas souhaitable que ce soit la PAC qui représente une part importante du revenu agricole, mais c'est un fait. Et il faut vivre avec, et il faut accompagner la transition vers autre chose. Donc ça c'était un point pour répondre. On s'est enfermé dans le débat de la simplification. La question, c'est qu'est-ce que c'est quelque chose de simple? Est-ce que c'est un texte réglementaire communautaire simple? Moi, je ne crois pas. Je crois que les juristes doivent faire leur travail. Parfois, c'est un petit peu compliqué et on n'a pas nécessairement besoin tous de trouver que les textes de base, les actes de base de la politique agricole commune soient simples. Pour moi, ce qui est compliqué, c'est une mesure qui n'a pas de sens sur le terrain. C'est ça qui est compliqué. C'est quand on est sur le terrain dans une exploitation et on se dit « qu'est-ce qu'ils ont sorti là ?» Ça n'a aucun sens. Donc c'est ce genre de choses. Par contre, vous aviez posé une question clé, les indicateurs. Aujourd'hui, on n'a pas d'indicateurs pour suivre la performance des États membres. Des réels indicateurs en matière environnementale, on n'en a pas. Et on pourrait en avoir un sur le volet économique, mais je ne l'ai pas vu, qui est l'évolution du revenu agricole. Ça pourrait être un indicateur de performance de la politique. Si le revenu progresse, la politique remplit ses objectifs. Mais cet indicateur-là n'a pas été retenu. Donc, pour faire simple, ce qui est important, c'est d'avoir une mesure clairement définie pour tous au niveau communautaire. On a parlé de la taille des haies, effectivement ça a été très compliqué de définir les 3 mesures du verdissement, etc. Mais on y est arrivé. On peut faire extrêmement simple en disant tout simplement aux États membres, voici quel est l'objectif communautaire et le niveau d'ambition économique, le niveau d'ambition réglementaire, économique et environnementale pour la politique agricole commune. Vous avez la possibilité, vous, États membres, ou même pourquoi pas, allons plus loin, pour aller vraiment dans la simplification, vous, agriculteurs organisés, pour venir avec des mesures plus intelligentes et pour avoir des mesures équivalentes qui soient validées. Et après, c'est simplement, on garantit la couverture sur l'ensemble du territoire européen d'un niveau d'ambition commun et collectif pour tous. Donc ça, c'est extrêmement simple et c'est une mesure qui peut être mise en œuvre de façon extrêmement simple tout en gardant un cadre commun. Pekka, est-ce qu'on peut mettre de votre vision européenne, est-ce qu'on peut mettre d'accord tous les pays européens sur la proposition ou sur une voie qui serait partagée par si ce n'est la majorité, si ce n'est l'ensemble des pays, au moins la majorité des pays européens? Est-ce que le travail va être facile? Je crois que Luc proposait quelque chose d'important, et c'est-à-dire que c'est énormément important pour nous, et particulièrement pour les États membres, de savoir quelle est la marge de manœuvre. Et c'est la question les 2 points, les objectifs, les indicateurs
et la marge de manœuvre. Mais il faut définir aussi le rôle de premier pilier et deuxième pilier. Et ça, c'était exactement que nous avons constaté à la Commission, souligné, c'est-à-dire qu'il faut maintenir le rôle différent des deux piliers. Le premier pilier comme paiement direct, gestion du marché, c'est clairement quelque chose que nous avons besoin de cette approche à l'avenir. C'est pas très efficace, malheureusement, mais clairement, pour la raison de Brexit, pour la raison de l'embargo russe, le Mercosur, CETA, toutes les affaires de commerce, la communalité, parmi tous les points de commerce, c'est l'incertitude, le risque de marché. Et vous avez vu qu'est-ce qui se passait avec l'embargo russe. 3% de volume en Europe. Et ça, c'était catastrophique pour plusieurs secteurs européens. On parle 3 fois, potentiellement 3 fois le volume et l'intégration avec Royaume-Uni. Il y a un risque, un grand risque pour nous tous. Et c'est toujours la responsabilité de l'Union européenne. Mais au niveau de la PAC, c'est-à-dire qu'il faut rester vigilant et nous avons besoin d'une buffer contre la volatilité du marché. Et le plus efficace, l'outil plus efficace, qui est aussi pas cher à la fin, c'est toujours le paiement direct. On peut discuter si c'est couplé, découplé, mais c'est paiement direct. Parce que c'est la certitude pour les fermiers européens. Encore, au niveau de la PAC, c'est toujours le marge de manœuvre, la limitation de quelque chose pour les États membres, de maintenir la communalité, l'approche commune au niveau européen, au niveau national, effectivement, pour les États membres, et maintenir le rôle différent. Nous sommes en faveur de politique agricole durable. Deuxième pilier, nous sommes complètement en faveur. Mais le rôle entre les deux, c'est différent. Nous avons soutenu les mesures, les actions européennes sur la gestion du risque au niveau volontaire, au niveau du deuxième pilier. Généralement, on peut dire que c'est efficace en Italie, partiellement aussi en France, que j'ai compris, mais pas en tout l'Union européenne 28. Ce n'est pas le cas, pas encore. Et c'est-à-dire que nous avons besoin de mesures européennes à l'avenir, comme maintenant. Et nous sommes, chez nous, à Copa-Cogeca, nous sommes en faveur de politique agricole, comme vous comprenez bien, mais c'est question de comment ça fonctionne au niveau d'une ferme et comment ça peut être simplifié. Et nous avons, la plupart de nos membres sont en faveur de cette approche en principe. C'est-à-dire que, est-ce que nous pouvons voir qu'est-ce qui se passe avec la proposition de la Commission? Mais le problème que nous avons tous, c'est toujours la perte de communalité. Et si c'est le cas pour la Suède, c'est dangereux pour la politique agricole commune à la fin. Parce que à la fin, qu'est-ce qui se passe en Suède s'il n'y a pas de certitude, sécurité pour le fermier, pour le secteur agricole en Suède? À la fin, le positionnement du gouvernement suédois, qu'est-ce qu'on va faire avec le PAC? Parce que apparemment, ça ne fonctionne pas en Suède. Et c'est cette fin de la PAC s'il n'y a pas de communalité aussi dans la proposition de la Commission. Pierre Bascou, je vois le temps tourner. Je vous laisserai donner quelques éléments de réponse. Je vous ai vu prendre des notes et réagir intérieurement. Et puis, ma dernière question, ce sera ma dernière question de ce premier débat. Le calendrier, et comment vous voyez, quelle est la suite des événements? Ce sera si vous souhaitez, vos derniers éléments de réponse. Ok, merci. Je souhaiterais réagir sur les différentes interventions. J'ai très sincèrement l'impression qu'on partage tous le même objectif, c'est qu'on ait une PAC qui soit puissante, qui soit forte et qui permette au secteur agricole d'être compétitif et viable à moyen terme. C'est plus, je dirais, le comment
comment mettre en place cette politique et l'utiliser au mieux pour répondre à ces besoins qui est, je dirais, on peut trouver certaines différences, mais très sincèrement, lorsque j'écoute PK, lorsque j'écoute Luc, je m'aperçois que finalement on est sur la même longueur d'onde. La commonalité, c'est pas que tout soit décidé de Bruxelles dans le moindre détail. La communalité de cette politique, c'est qu'on ait les mêmes objectifs, qu'on ait des mesures très similaires, des mêmes mesures, et une dotation budgétaire qui soit forte. Après, dans la définition des détails, dans la définition des montants à allouer, vous avez parlé de l'agriculture suédoise, de l'agriculture polonaise, mais les besoins en Pologne, en France, en Finlande sont totalement différents. Et je pense que, et c'est là, je dirais, le sens de la proposition de la Commission, c'est de redonner du sens à cette politique et de permettre à chaque agriculteur, en étant un petit peu extrême, de retrouver un cadre politique qui le soutienne dans le développement de son exploitation et d'avoir des instruments et des mesures qui font sens pour lui. Contrairement à ce qui se passe actuellement, encore, je vais réutiliser l'exemple, le mauvais exemple, je dirais même presque du verdissement, où on a une mesure avec un objectif qui était louable, d'améliorer l'impact environnemental et climat, je dirais, de la PAC, et qui s'avérait très largement inefficace, voire même contre-productive dans certaines zones. Donc je pense que c'est extrêmement important. Alors après, on aura besoin d'indicateurs pour mesurer le niveau d'ambition et le niveau d'efficacité de ces interventions, indicateurs de revenus. On a tout ça, le RICAG existe depuis plus de 50 ans, donc on a toutes ces informations-là, et ce sera vraiment important. Mais on voit bien, avec les revenus agricoles qui diminuent dans beaucoup de pays, que le système, le cadre politique qu'on a actuellement ne fonctionne pas suffisamment bien. Et très sincèrement, je ne pense pas que ça soit uniquement une question de budget et de montant alloué à la PAC. C'est une question d'efficacité de cette politique. Ça, c'est absolument primordial. Maintenir la différence entre le premier et le deuxième pilier, oui, tout à fait d'accord, c'est le sens, je dirais, c'est un des éléments de la proposition de la Commission. Ce qui est important également, c'est d'assurer la cohérence entre ce qui est fait dans le premier pilier et ce qui est fait dans le deuxième pilier. Parce que cette cohérence, parfois, elle n'existe pas, et je m'arrêterai là. En matière environnementale, je pense il est extrêmement important, parce que vous avez parlé de contraintes environnementales qui ont été introduites et qui ont été même renforcées, je dirais, auprès du secteur agricole avec ces nouvelles propositions législatives. À mon sens, ce sont des éléments qui sont fondamentaux, parce que vous l'avez dit vous-même, les agriculteurs n'ont pas envie de polluer leurs terres, l'eau, la biodiversité. C'est le multi-travail des agriculteurs, et donc c'est dans une vision de long terme, c'est une condition qui est absolument importante, cette gestion durable des ressources naturelles. C'est un élément de la viabilité, de la pérennité du secteur agricole, et donc je dirais même dans l'Union européenne, la chance de l'Union européenne, c'est qu'on puisse financer cette transition dans les systèmes de production et ce changement de pratique qui peut être nécessaire dans certaines régions. Ça, c'est une chance pour l'Union européenne de pouvoir financer ce modèle agricole qu'on veut durable, mais qu'on veut également compétitif. Et je pense que là, un des éléments absolument fondamentaux, c'est la compétitivité. Et ce qu'on veut, c'est qu'en fait, les agriculteurs aient de moins en moins besoin de soutien public et que les agriculteurs arrivent à dégager un revenu agricole qui soit décent et qui soit pérenne à travers leur activité agricole, à travers leur activité économique. Et ça appelle également d'autres initiatives qui sont en cours, qui ont eu lieu précédemment. C'est pas suffisant, on continue à travailler sur ce volet-là, mais le volet fonctionnement de la chaîne alimentaire et le volet, je dirais, marché est absolument fondamental à moyen terme. Excusez-moi, j'étais un petit peu long. Le calendrier, effectivement, ce sont des propositions pour lesquelles on a commencé donc à discuter avec les institutions européennes, le Conseil et pas encore le Parlement, mais ça va se faire dans quelques jours. Donc le calendrier, et notre ambition, c'est d'arriver à avoir un accord politique d'ici le printemps 2019, donc avant les élections européennes. C'est absolument fondamental, car autrement, si on n'a pas d'accord d'ici le printemps 2019, on risque de prendre du retard avec un nouveau Parlement, une nouvelle commission d'ici la fin 2019, donc on risque de perdre quelques années dans la mise en place d'un nouveau cadre politique. Et je pense que même si la politique actuelle est relativement efficace, on peut faire mieux, et je dirais même beaucoup mieux, avec des instruments à notre disposition. Donc je pense qu'on n'a pas vraiment de temps à perdre. Un élément qui sera clé, je dirais, dans l'atteinte de cet objectif d'accord politique d'ici printemps 2019, c'est un accord sur le cadre financier pluriannuel. Je dirais c'est la clé de voûte de toutes ces discussions. Et ça, tout ceci est du ressort des chefs d'État et de gouvernement, donc ils devront se mettre d'accord, mais il est clair que pour nous, l'accord budgétaire primera sur un accord sur les différentes politiques sectorielles
dont la politique agricole. Et donc un calendrier extrêmement serré. Mais bon, tout le monde est prêt à discuter, on a commencé à discuter, on a la présidence bulgare maintenant qui s'achève, présidence autrichienne qui va commencer la semaine prochaine. On a déjà un calendrier de réunions et de discussions extrêmement intense et nous espérons arriver à cet accord dans les prochains mois. Merci messieurs, le programme, si j'ai bien compris, s'annonce très dense dans les prochains mois. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.